Lecture audio du conte Les galoches du bonheur de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Chapitre 1. Commencement. C'était à Copenhague, rue de l'Est, dans l'une des maisons proches de la nouvelle place royale. Il y avait grande soirée, car il faut bien en donner de temps en temps, alors c'est chose faite, et l'on peut être invité à son tour. La moitié de la société déjà était installée aux tables de jeu, et l'autre moitié attendait quelle serait la suite des paroles de la maîtresse de maison. Eh bien, maintenant, il faudrait trouver quelque chose. On en était là, et la conversation allait comme elle pouvait. Entre autres sujets, on vint à parler du Moyen Âge. Quelques-uns le considéraient comme un temps bien meilleur que le nôtre. Le conseiller Knapp défendait même si ardemment cette opinion que l'hôtesse fut tout de suite de son avis, et tous deux blâmèrent fortement ce qu'avait dit Ørsted dans l'almanach, sur le vieux temps et le nouveau, qu'il mettait au-dessus pour tout l'essentiel. Le conseiller considérait l'époque du roi Hans comme la plus agréable et de beaucoup la plus heureuse. Pendant tout ce bavardage pour et contre, qui ne fut interrompu qu'un instant par l'arrivée du journal, où il n'y avait rien qui méritait d'être lu, nous sortîmes dans la première pièce, où étaient déposés manteaux, cannes, parapluies et galoches. Deux femmes y étaient assises, une jeune et une vieille. On aurait cru qu'elles étaient venues accompagner leur patronne, quelques vieilles demoiselles ou veuves, mais à les observer de plus près, on ne tardait pas à comprendre qu'elles n'étaient pas des servantes ordinaires. Leurs mains étaient trop fines pour cela, et toute leur allure trop royale, et leurs vêtements aussi avaient une coupardie bien particulière. C'étaient deux fées. La plus jeune n'était pas la Félicité elle-même, mais une des chambrières de ses suivantes, qui répandent les menus dons du bonheur. La vieille avait un air grave, c'était la douleur. Elle fait toujours sa besogne en personne, pour être sûre qu'elle soit bien faite. Elle se racontait où elles avaient été dans la journée. Celle qui était chambrière des suivantes de la Félicité n'avait encore, disait-elle, rien fait que d'insignifiant. Elle avait sauvé d'une averse un chapeau neuf, procuré à un brave homme le salut d'une nullité distinguée, et ainsi de suite. Mais ce qu'elle avait encore à faire était tout à fait hors de l'ordinaire. Je dois dire, dit-elle, que c'est aujourd'hui mon jour de naissance, et en cet honneur m'a été confiée une paire de galoches que je dois apporter à l'humanité. Ces galoches ont cette propriété que quiconque les porte se trouve instantanément à l'endroit et à l'époque où il voudrait être. Tout vœu concernant le lieu et le temps est tout de suite exaucé. L'homme doit ainsi devenir enfin heureux ici-bas. Oh oui, crois-le, dit la douleur, il sera extrêmement malheureux et bénira le moment où il sera débarrassé des galoches. Qu'est-ce que tu dis là, dit l'autre. Je les mets ici près de la porte. Quelqu'un se trompera et sera heureux. Telle fut cette conversation. Chapitre 2. Ce qui advint au conseiller. Il était tard. Le conseiller Knapp, l'esprit absorbé dans le temps du roi Hans, voulut rentrer chez lui, et il se trouva qu'il mit, au lieu de ses galoches, celle du bonheur, et il sortit dans la rue de l'Est. Mais par le pouvoir magique des galoches, il était transporté à l'époque du roi Hans. Aussi posa-t-il le pied dans la boue et la fange de la rue, puisqu'en ce temps-là, le pavage n'existait pas encore. C'est effrayant ce que c'est sale ici, dit le conseiller. Il n'y a pas le moindre trottoir et toutes les lumières sont éteintes. La lune n'était pas encore montée assez haut. De plus en plus, l'air était assez brumeux, en sorte que l'obscurité envahissait tout. Au coin le plus proche, pourtant, était accrochée une lanterne sous la statue de la Vierge, mais cet éclairage était si peu que rien, et il le remarqua seulement lorsqu'il fut juste en dessous et que ses yeux tombèrent sur l'image peinte de la mère et de l'enfant. Ce doit être un magasin d'antiquaires, pensa-t-il, où l'on aura oublié de rentrer l'enseigne. Deux personnes en costume de l'époque passèrent près de lui. Comme ils étaient accoutrés, fit-il. Ils devaient venir d'un bal masqué. Soudain éclata un bruit de tambours et de fifres. Une vive lueur de torches brilla. Le conseiller s'arrêta et vit défiler un singulier cortège. En tête marchait tout un groupe de tambours qui maniaient fort bien leurs baguettes. Ils étaient suivis d'hommes d'armes,
qui portaient des arcs et des arbalètes. L'homme le plus important du cortège était un religieux. Étonné, le conseiller demanda ce que cela signifiait, et qui était cet homme. C'est l'évêque de Seeland, répondit-on. Grand Dieu! Qu'est-ce qui prend l'évêque? Soupira le conseiller en hochant la tête. Mais il n'était pas possible que ce fût l'évêque. Réfléchissant à cela sans regarder ni à droite ni à gauche, le conseiller traversa la rue de l'Est et la place du Haut-Pont. Il ne trouva pas le pont qui mène à la place du château, mais aperçut une large rivière et finit par rencontrer deux gaillards près d'une barque. Monsieur veut-il être passé dans l'île? Demandèrent-ils. Dans l'île? Dit le conseiller, qui ne savait pas à quelle époque il circulait. Je veux aller à Christianshaw, petite rue du marché. Les gaillards le regardèrent. Dites-moi seulement où est le pont, dit-il. C'est honteux qu'il n'y ait pas de lumières allumées, et il y a de la boue comme si on était dans un marais. Plus il parlait avec les mariniers, plus il avait peine à les comprendre. Je n'entends pas votre langue de Bornholm, finit-il par dire en colère, et il leur tourna le dos. Il ne put trouver le pont. Il n'y avait pas non plus de parapet. C'est un scandale de voir comme c'est ici, disait-il. Jamais son époque ne lui avait paru plus misérable que ce soir-là. Je crois que je vais prendre une voiture, fit-il. Mais où étaient les voitures? On n'en voyait aucune. Il faut que je retourne à la nouvelle place royale. Il doit y avoir des voitures, sans quoi je n'arriverai jamais à Christianshaw. Il se dirigea donc vers la rue de l'Est et l'avait presque traversée, lorsque la lune se montra. Grand Dieu! Qu'est-ce que c'est que cet échafaudage qu'on a dressé là? Dit-il en voyant la porte de l'Est, qui dans ce temps-là existait au bout de la rue de l'Est. Enfin il trouva un portillon, par où il parvint à notre nouvelle place. Mais c'était une grande prairie. Quelques buissons y verdoyaient, et la prairie était traversée par un large canal ou une rivière. Quelques misérables cabanes de bois pour les marins de Halland, ce qui avait fait donner à cet endroit le nom de Halenshaus, étaient sur l'autre rive. Ou bien je vois la fée Morgane, se lamenta le conseiller, ou bien je suis soûl. Qu'est-ce que c'est que ça? Il revint sur ses pas dans la ferme croyant qu'il était malade. En entrant dans la rue, il regarda les maisons avec plus d'attention. La plupart étaient en clégnonnage, et beaucoup d'entre elles n'avaient que des toits de chaume. Non, je ne suis pas bien du tout, dit-il avec un soupir. Et pourtant je n'ai bu qu'un verre de punch. Mais c'est trop pour moi. Et puis c'était un grand tort de nous donner du punch et du saumon chaud. Il faudra que je le dise à notre hôtesse. Si j'y retournais et leur faisais savoir dans quel état je suis. Mais c'est une niaiserie. Et ne sont-ils pas couchés déjà? Il chercha la maison, mais pas moyen de la trouver. C'est effrayant. Je ne reconnais pas la rue de l'Est. Il n'y a pas une seule boutique. Je vois de vieilles boutiques lamentables, comme si j'étais à Roeskilde ou à Ringsted. Ah, je suis malade. Il ne sert à rien de se gêner. Mais où donc est la maison? Elle ne se ressemble plus. Mais il y a là du monde encore levé. Ah, je suis sûrement malade. Il trouva une porte entr'ouverte dont la fente laissait passer de la lumière. C'était une auberge de ce temps-là, une sorte de brasserie. La salle avait l'aspect des antichambres holsténoises. Quelques bonnes gens, marins, bourgeois de Copenhague, et deux savants étaient assis là devant leur pot de bière, tout absorbés par leurs propos, et prêtèrent peu d'attention à l'homme qui entrait. Pardon, dit le conseiller à la cabaretière, qui s'avançait vers lui. Je suis tout indisposé. Voudriez-vous me procurer une voiture pour aller à Christianshaw? La femme le regarda et branla la tête, puis elle lui parla en allemand. Le conseiller supposa qu'elle ne savait pas le danois, et il dit ce qu'il désirait en allemand. Cela, ainsi que son costume, confirma la femme dans l'idée qu'il était étranger. Elle eut bientôt compris qu'il ne se trouvait pas bien, et lui donna un pot d'eau quelque peu saumâtre qui sortait du puits. Le conseiller appuya sa tête sur sa main, soupira profondément et réfléchit sur l'étrangeté de tout ce qui l'entourait. « Est-ce le jour de ce soir ?» demanda-t-il, pour dire quelque chose, en voyant la femme prendre une grande feuille de papier. Elle ne comprit pas ce qu'il voulait dire, mais lui tendit la feuille. C'était une gravure sur bois qui représentait un phénomène atmosphérique
observés dans la ville de Cologne. C'est très pieux, dit le conseiller tout ému de trouver un pareil document ancien. Mais comment avez-vous mis la main sur cette pièce rare? C'est très intéressant, bien que tout cela ne soit qu'une fable. On explique ces phénomènes atmosphériques en disant que ce sont des aurores boréales. Elles sont proprement provoquées par l'électricité. Ceux qui étaient assis le plus près et qui entendaient ces paroles le regardèrent avec étonnement, et l'un d'eux se leva, ôta respectueusement son chapeau et dit de l'air le plus sérieux: « Vous êtes sûrement un homme très savant, monsieur. » « Oh non, dit le conseiller, je peux parler un peu de tout, comme il faut bien qu'on sache le faire. » « Modestia est une belle vertu, dit l'homme. D'ailleurs, je dois dire au sujet de vos paroles, mihi secus videtur. Mais je suspends volontiers mon judicium. Puis-je vous demander à qui j'ai le plaisir de parler? Interrogea le conseiller. Je suis baccalaureus ès Saintes Écritures, répondit l'homme. Cette réponse suffit au conseiller. Le titre allait avec le costume. C'est sûrement, se dit-il, un vieux maître d'école de village, un de ces types bizarres qu'on en rencontre encore dans le Wieland. Ce n'est sans doute pas ici un locus docendi, continua l'homme. Je vous en prie, pourtant, veuillez prendre la peine de discourir. Vous êtes sûrement très instruit des anciens. Oui, certainement, répondit le conseiller. Je lis volontiers d'anciens ouvrages utiles, mais j'aime bien aussi les récents, sauf toutefois les histoires de tous les jours. Nous en avons assez dans la réalité. Histoire de tous les jours? Demanda notre baccalauréus. Oui, je parle de ces nouveaux romans que l'on a. Oh, sourit l'homme, ils sont pourtant très ingénieux, et on les lit à la cour. Le roi aime surtout le roman sur Sir Ivan et Sir Gaudian, qui parle du roi Arthur et de ses chevaliers de la table ronde. Il a plaisanté à ce sujet avec les grands de la cour. Je ne les ai pas encore lus, dit le conseiller. Ce doit en être un tout nouveau, que Heidberg a publié. Non, répondit l'homme, il n'a pas été publié par Heidberg, mais par Godefroy von Gehmen. Alors c'est l'auteur, dit le conseiller. Voilà un très vieux nom, car c'est le premier imprimeur qu'on a eu en Danemark. Oui, c'est notre premier imprimeur, dit l'homme. Ainsi la conversation allait bien. Un des bons bourgeois parla de la peste qui avait sévi quelques années plus tôt, et il pensait à l'épidémie de 1484. Le conseiller supposa que c'était du choléra qu'il était question, et tout alla bien. La guerre de corsaires de 1494 était si récente que ce sujet ne pouvait être évité. Les corsaires anglais avaient capturé les vaisseaux dans le raid, dirent les bonnes gens, et le conseiller qui avait suivi de près l'événement de 1801 fut pleinement d'accord pour réprouver les Anglais. La suite des propos, par contre, alla moins bien. À chaque instant ce fut de part et d'autre un coq à l'âne. Le brave baccalauréus était trop ignorant, et les paroles les plus simples du conseiller paraissaient osées et fantastiques. Ils se regardaient, et quand le conseiller allait trop loin, le baccalauréus parlait latin, croyant être mieux compris. Mais rien n'y faisait. « Comment allez-vous » demanda la cabaretière en tirant le conseiller par la manche. Et il reprit ses esprits, car pendant cette conversation, il avait complètement oublié tout ce qui avait précédé. « Grand Dieu, dit-il, où suis-je » Et la tête lui tourna, rien que d'y penser. « Nous boirons du clairet, de l'hydromel et de la bière de Brême, cria l'un des hommes, et vous en boirez avec nous. Deux servantes entrèrent, l'une avait deux couleurs à son bonnet. Elles servirent et firent la révérence. Le conseiller eut froid dans le dos. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Disait-il. Mais il dut boire avec les bourgeois. Il s'emparait très gentiment de lui, qui était tout décontenancé. Et lorsque l'un d'eux déclara que ce bonhomme était ivre, il ne douta pas que ce fût vrai, et demanda seulement qu'on lui procurât une voiture. Et les autres crurent qu'il parlait moscovite. Jamais il ne s'était trouvé dans une compagnie aussi inculte et grossière. On aurait cru, se disait-il, que le pays avait reculé jusqu'au paganisme. C'était le moment le plus terrible de ma vie. Et à ce moment, il eut l'idée de se baisser sous la table, de ramper jusqu'à la porte et de s'esquiver. Mais au moment où il allait sortir,
Les autres comprirent son intention, le saisirent par les jambes, et alors, à son grand bonheur, les galoches tombèrent, et la magie avec elles. Le conseiller vit très nettement brûler devant lui une lumière, derrière laquelle était une grande maison. Il connaissait cette maison, et les autres à côté. C'était la rue de l'Est, telle que nous la connaissons tous. Il était par terre avec les jambes contre la porte, et juste en face le veilleur de nuit était assis et dormait. Oh, mon Créateur, suis-je resté ici couché dans la rue à rêver dit-il. Oui, c'est la rue de l'Est. Comme elle est claire et bigarrée. Mais c'est terrible, l'effet qu'a produit sur moi ce verre de punch. 2 minutes plus tard, il était dans une voiture qui l'amenait à Kristenshaw. Il songeait à l'angoisse qu'il avait éprouvée et glorifiait l'heureuse réalité, notre temps qui, malgré tous ses défauts, était quand même bien meilleur que celui qu'il venait de vivre. Voilà qui était raisonnable de la part du conseiller. Chapitre 3. Le conte d'un gardien de nuit. Tiens, voilà une paire de galoches, dit le gardien de nuit. Ça doit être celle du lieutenant qui habite là-haut. Elles sont à sa porte. Le brave homme avait bien sonné pour les remettre, car il y avait encore de la lumière, mais il ne voulait pas réveiller les autres personnes de la maison, et il n'en fit rien. Ce doit être bien agréable de porter des affaires pareilles, dit-il. La peau est douce. Elles allaient à ses pieds. Comme le monde est drôle, le lieutenant pouvait se mettre dans son bon lit, mais croyez-vous qu'il le fait? Il arpente le parquet de sa chambre. C'est un homme heureux. Il n'a ni la mer ni les marmots. Tous les jours il va en soirée. Je voudrais être lui. Oui, je serais ainsi un homme heureux. Au moment où il exprimait ses vœux, les galoches, qu'il avait mises, produisirent leur effet. Le gardien de nuit acquit la personnalité et la façon de penser du lieutenant. Il était là-haut dans la chambre et tenait entre les doigts une petite feuille de papier rose sur laquelle était un poème de monsieur le lieutenant lui-même, qui, en effet, une fois en sa vie, n'a pas été en disposition d'écrire, et dès que l'on note la pensée par écrit, la strophe est là. On lisait sur le papier « Je voudrais être riche. Je voudrais être riche. Oh, quand j'étais petit, oh d'une aune, pas plus, que 2 fois je l'ai dit. Je voudrais être riche et serais officier. J'aurais un uniforme et un sabre et des plumes. Et je suis devenu officier, en effet, mais riche je ne l'ai pas été. Quel malheur! Que Dieu m'assiste! Jeune et heureux de vivre, un soir j'étais assis. Une fillette de 7 ans baisa mes lèvres, car j'étais riche d'aventures et de contes. Un très pauvre garçon, par contre, en fait d'argent. Mais l'enfant ne voulait rien d'autre que mes contes, et j'étais riche ainsi, mais non d'or par malheur, Dieu le sait bien. Je voudrais être riche, est encore ma prière. La fillette a grandi, elle n'a plus 7 ans, elle est jolie, intelligente et toute bonne. Si elle comprenait le conte de mon cœur, si elle me montrait encore de l'amitié, mais je suis pauvre, et donc je me tais, quel malheur! Dieu l'a voulu. Je voudrais être riche en réconfort paisible. Je ne confierai pas mon tourment au papier. Mais si tu veux, ô toi que j'aime, me comprendre, lis ceci comme un poème de la jeunesse. Mais c'est peut-être mieux si tu ne comprends pas. Pauvre, mon avenir est sombre par malheur. Dieu te bénisse. Oui, on écrit des vers comme cela quand on est amoureux. Mais un homme raisonnable ne les fait pas imprimer. Lieutenant, amour et misère, c'est un triangle où, si l'on veut, c'est la moitié du dé brisé du bonheur. Le lieutenant le sentait bien, et il posa sa tête contre le chambranle de la fenêtre et soupira profondément. Ce pauvre veilleur de nuit dans la rue est beaucoup plus heureux que moi. Il ne connaît pas ce que j'appelle privation. Il a un foyer, une femme et des enfants qui pleurent de ses chagrins, qui se réjouissent de ses joies. Ah, je serais plus heureux que je ne le suis si je pouvais instantanément me muir en lui, car il est plus heureux que moi. À l'instant même, le veilleur de nuit fut de nouveau veilleur, car c'était grâce aux galoches du bonheur qu'il était devenu lieutenant. Mais, comme nous l'avons vu, il se sentit alors encore bien moins satisfait et préféra tout de même être ce qu'il était effectivement. Le veilleur était donc de nouveau veilleur. Quel vilain rêve, dit-il, mais c'était assez drôle. Il me semblait que j'étais lieutenant là-haut, et ce n'était pas agréable du tout. Il me manquait ma femme et mes marmots,
qui m'userait bien la peau à force de me donner des baisers. Il se rassit et hocha la tête. Ce rêve ne lui sortait pas de l'esprit. Il avait encore les galoches à ses pieds. Une étoile filante raya le ciel droit devant lui. Elle est tombée là, dit-il, mais il en reste assez. J'aurais envie de voir ces objets-là de plus près, la lune surtout, car elles ne vous font pas dans les mains. Quand nous mourrons, disait l'étudiant dont ma femme lave le gros linge, nous volons de l'un à l'autre. C'est un mensonge, mais ça pourrait être amusant. Je voudrais faire un petit saut là-haut. Mon corps pourrait bien rester ici sur les marches. Il est des vœux dans le monde, voyez-vous, que l'on ne doit exprimer qu'avec précaution, et il faut surtout être encore plus prudent si l'on a au pied les galoches du bonheur. Écoutez un peu ce qui advint aux veilleurs. Nous autres, les hommes, nous connaissons presque tous la rapidité que donne la vapeur. Nous l'avons éprouvée soit en chemin de fer, soit en bateau sur la mer. Mais cette course est comme la marche du tardigrade ou de l'escargot, comparée à la vitesse de la lumière. Elle vole 19 millions de fois plus vite que le meilleur cheval de course, et pourtant l'électricité est encore plus rapide. La mort est un choc terrible que nous recevons au cœur. L'âme libérée s'envole avec les ailes de l'électricité. En 8 minutes et quelques secondes, la lumière solaire fait un voyage de plus de 20 millions de miles. Avec le courrier rapide de l'électricité, moins de minutes suffisent à l'âme pour faire le même voyage. L'espace entre les astres est, pour elle, moins grand que, pour nous, dans la même ville, la distance entre les maisons de nos amis, même si elles sont très près l'une de l'autre. Toutefois, ce choc électrique au cœur nous coûte l'usage du corps ici-bas, et nous n'avons pas, comme notre veilleur de nuit, les galoches du bonheur aux pieds. En quelques secondes, le veilleur avait parcouru les 52 000 miles qui nous séparent de la Lune. Celle-ci, comme on sait, est composée d'une matière beaucoup plus légère que notre Terre. Elle est ce que nous appelons molle, comme la neige qui vient de tomber. Le veilleur se trouvait sur l'un des innombrables cratères circulaires que nous connaissons par la grande carte de la Lune du docteur Mädler. Car vous la connaissez bien? À l'intérieur, le cratère descendait à pic dans un chaudron profond d'1 mile danois. En bas était une ville qui avait l'aspect d'un blanc d'œuf dans un verre d'eau, toute molle et quand même ayant des tours, des coupoles et des balcons en forme de voile, transparents et balancés dans l'air très léger. Au-dessus de la tête du veilleur planait la terre, comme une grosse boule rouge-feu. Il y avait là de très nombreuses créatures, et toutes certainement ce que nous appelons des hommes, et pourtant très différentes de nous. Elles avaient aussi une langue, et personne ne peut exiger que l'âme du veilleur pût la comprendre, mais elle le pouvait tout de même. L'âme du veilleur comprenait très bien la langue des habitants de la Lune. Il discutait au sujet de la Terre et doutait qu'elle pût être habitée. L'air devait y être trop dense pour qu'aucune créature lunaire pût y vivre. Ils estimaient que la Lune seule avait des êtres vivants. Elle était le vrai globe où habitaient les globiens de toujours. Mais retournons en bas de la rue de l'Est et voyons comment se comporte le corps du veilleur de nuit. Il était assis sans vie sur une marche, l'étoile du matin lui était tombée des mains, et ses yeux étaient tournés vers la lune comme pour chercher la bonne âme qui circulait là-haut. « Quelle heure est-il, veilleur de nuit ?» demanda un passant. Mais le veilleur ne répondit pas. L'homme lui donna une petite chiquenaude, et le corps perdit l'équilibre. Il s'étala de tout son long. C'était la mort. Le passant qui avait donné la chiquenaude fut épouvanté. Le veilleur était mort et resta mort. Le fait fut notifié, on en parla, et dès la première heure, le corps fut porté à l'hôpital. Il pourrait être fort plaisant d'imaginer maintenant ce que l'âme revient, va, selon toute vraisemblance, chercher le corps rue de l'Est, mais ne le trouve pas. Elle courrait sans doute d'abord au commissariat, puis au bureau de l'adresse à vie, pour s'y informer des objets perdus, et finalement à l'hôpital. Mais nous devons penser que l'âme est le mieux avisée quand elle est réduite à elle-même. Le corps ne fait que la bêtir. Donc, le corps du veilleur de nuit fut amené à l'hôpital et introduit dans la salle de désinfection, où l'on commença naturellement par enlever les galoches, et alors son âme dut revenir.
Elle se dirigea tout droit vers le corps, et soudain l'homme se ranima. Il assura qu'il n'avait passé de sa vie une nuit aussi effroyable. Il n'aurait pas voulu, pour 2 marks, éprouver de nouveau de pareilles sensations. Mais il n'en restait plus rien. Le jour même, on le laissa partir. Mais les galoches restèrent à l'hôpital. Chapitre 4. Un moment critique, une récitation, un voyage extraordinaire. Tout Copenhague sait bien comment est l'entrée de l'hôpital Frédéric. Mais comme cette histoire sera probablement lue aussi par quelques non-copenhaguois, nous devons en donner une brève description. L'hôpital est séparé de la rue par une assez haute grille, dont les barreaux sont assez espacés pour que des internes très minces aient pu se faufiler, à ce qu'on dit dans l'intervalle, et faire leurs petites visites en ville. La partie du corps qui était le plus difficile à faire passer était la tête. Ici, comme il arrive souvent en ce monde, les petites têtes étaient donc les plus heureuses. Ceci suffira comme introduction. Un des jeunes étudiants, de qui l'on peut dire seulement sous le rapport corporel qu'il avait une grosse tête, était justement de garde ce soir-là. Il pleuvait à torrents, mais malgré ces 2 empêchements, il voulait sortir. Un quart d'heure seulement, ce n'était pas la peine, lui semblait-il, d'en faire part au concierge, quand on pouvait se glisser entre les barreaux. Les galoches oubliées par le veilleur de nuit étaient là. L'étudiant n'avait pas la moindre idée que c'étaient les galoches du bonheur. Elles pouvaient être très bonnes par le temps qu'il faisait. Il les mit, et n'avait plus qu'à voir s'il voulait passer au travers. Il ne l'avait encore jamais essayé. Le voilà devant la grille. Mon Dieu, dit-il, je voudrais bien avoir la tête dehors. Et aussitôt, bien qu'elle fût grande et grosse, elle glissa aisément, ce que les galoches avaient permis. Mais il s'agit alors de faire suivre le corps. Aïe, je suis trop gros, dit-il. Je croyais que la tête était le plus difficile. Je n'arriverais pas à passer. Il voulut alors retirer vivement sa tête, mais n'y réussit pas. Il pouvait remuer le cou à son aise, mais c'était tout. Son premier sentiment fut de colère, après quoi son courage tomba au-dessous de 0. Les galoches du bonheur l'avaient mis dans la plus pénible position, et malheureusement il n'eut pas l'idée de souhaiter sa délivrance. Il s'évertuait, et n'en sortait pas. La pluie tombait, on ne voyait personne dans la rue. Il ne pouvait atteindre la sonnette. Comment parviendrait-il à se dégager? Il prévoyait qu'il pourrait rester là jusqu'au matin, qu'il faudrait alors chercher un forgeron qui pourrait limer les barreaux, mais ça ne se fait pas en un tour de main. Toute l'école de garçons d'en face serait sur pied. Tous les gens des nouvelles baraques arriveraient pour le voir au pilori. Ce serait un concours de monde bien plus grand que pour la gave monstre de l'an dernier. Oh, le sang me monte à la tête, c'est à devenir fou. Oh, que je voudrais être libéré, ça cesserait vite. Voilà ce qu'il aurait dû dire depuis longtemps. Ce désir n'était pas plus tôt exprimé que sa tête était libre, et il se précipita dans l'hôpital, tout ému de la peur que lui avaient causée les galoches. Il ne faut pas croire que par là tout fut fini, pas du tout, et ce fut bien pis ensuite. La nuit s'acheva, et la journée suivante, personne ne réclama les galoches. Le soir, on devait donner une représentation au petit théâtre de la ruelle du Chanoine. La salle était comble. Parmi les morceaux récités, il y avait un poème nouveau. Écoutons-le. Il était intitulé « Les lunettes de la tante ». Ma grand-mère est connue pour son intelligence. On l'aurait, au vieux temps, certainement pendue. Elle sait tout ce qui se passe et beaucoup plus. Et jusque dans l'année qui vient, elle sait voir. Jusque dans l'an 40. Et ce n'est pas rien. Mais elle ne veut pas en parler nettement. Que va-t-il arriver dans la nouvelle année? Quoi de remarquable? Oui, je voudrais bien connaître mon propre sort, celui de l'art et du pays. Mais que cela soit dit, grand-mère ne veut pas. Je l'ai pressée alors, et j'ai bien réussi. Elle s'est tue d'abord, puis elle a bougonné, mais ce n'était pour moi rien que propos en l'air, car je suis son enfant gâté, je dois vous dire. Pour une seule fois, je vais te satisfaire, commença-t-elle, puis me donna ses lunettes. Tu vas te rendre en quelque endroit, tout à ta guise, un endroit où beaucoup de bonnes gens accourent, et où tu peux examiner qui tu voudras. Là, regarde la foule à travers mes lunettes, et aussitôt tu la verras, tu peux m'en croire, prendre l'aspect d'un jeu de cartes étalé. Ces cartes montreront ce qui doit arriver.
Je dis merci et m'en allai, je voulais voir. Mais, me dis-je, où vont donc les gens les plus nombreux? Est-ce à l'Anguéligny? C'est bon pour s'en remettre. Circuler rue de l'Est? Il y a trop de boue. Mais au théâtre? Ah oui, voilà qui est charmant. Cette soirée de récital vient à propos. Me voici donc. Vous voulez bien? Je me présente. Vous permettez? Je mets les verres de grand-mère, rien que pour voir. Voyons. Ne vous en allez pas. Pour voir de quoi vous avez l'air en jeu de cartes, qui va me révéler ce qu'offre notre époque. Votre silence est un assentiment, je pense. Pour vous remercier, je vous initierai. Nous allons prendre part ensemble à la partie. Je prédirai pour vous, pour moi, pour le pays. Nous allons voir ce que les cartes peuvent dire. Et il mit alors les lunettes. Mais oui, c'est bien vrai. Non, il y a de quoi rire. Oh, que ne pouvez-vous pas monter ici pour voir? C'est étonnant ce qu'il y a de rois ici. Et des dames de cœur, j'en vois des rangs entiers. Ce qui est noir là-bas, c'est des trèfles et des piques. Je vais voir bientôt le coup d'œil plus précis. J'aperçois là très digne une dame de pique dont la pensée va tout au valet de carreau. Oh, je m'enivrerais presque de ce spectacle. Des quantités d'argent sont dans cette maison, aussi des étrangers d'autres parties du monde. Mais ce n'est pas cela que nous voulions savoir. L'Assemblée des États, voyons. Bah, vous avez le temps. C'est justement ce qu'on lira plus tard. Si j'en parle déjà, je fais tort au journal. J'aurais pris de son plat le morceau le meilleur. Le théâtre? Le goût? Le ton? Les menus faits? Non, je veux rester bien avec la direction. Mon avenir à moi? Oui, vous savez, nos propres affaires, ça nous tient terriblement au cœur. Je vois. Je ne peux pas dire ce que je vois, mais vous l'entendrez dire aussitôt arrivé. Qui est le plus heureux de nous dans cette salle? Le plus heureux? Je vais le trouver aisément. C'est ce... Mais non, ça risquerait d'être gênant. Oui, ça pourrait aussi chagriner bien des gens. Qui vivra le plus vieux? Ce monsieur? Cette dame? Non, ce sont là des faits qui ne sont pas à dire. Vais-je prédire sur... Non, sûr? Non, sûr? Non, sûr? Bon, voilà qu'à la fin, je ne sais plus moi-même. Je suis gênée. On peut toujours blesser quelqu'un. Alors je vais chercher ce que l'on croit et pense que ma divination va pouvoir vous offrir. Vous croyez? S'il vous plaît, vous dites? Presque tous. Vous croyez que ça va finir par rien du tout. Vous êtes sûr que tout ceci n'est qu'un vain bruit. Alors je me retire. Honorable assemblée. Je suis heureux, du moins, d'avoir votre opinion. Ce poème fut dit excellemment et l'acteur obtint un grand succès. Parmi les auditeurs se trouvait l'étudiant de l'hôpital, qui paraissait avoir oublié son aventure de la nuit précédente. Il avait les galoches, car on n'était pas venu les chercher, et comme il y avait de la boue, elles pouvaient lui être utiles. Le poème lui plaisait. L'idée l'occupa beaucoup. Il aurait bien voulu avoir de pareilles lunettes. Peut-être, si l'on s'en servait bien, aurait-on pu voir jusque dans le cœur des gens, ce qui était beaucoup plus intéressant à son avis que de voir ce qui arriverait l'année prochaine, car cela finirait par être connu, tandis que le fond du cœur ne le serait jamais. Je peux m'imaginer, se disait-il, toute la rangée de dames et de messieurs qui sont là au premier rang. Si l'on pouvait voir au-dedans d'eux, oui, il faudrait une ouverture, qu'ils fussent comme une sorte de boutique. Ah, comme mes yeux fouilleraient dans la boutique! En cette dame, je trouverais sûrement un grand assortiment de modes. Chez celle-là, la boutique est vide, mais il doit y avoir aussi des boutiques sérieuses. Oui, hélas, soupira-t-il. J'en sais une. Tout est sérieux en elle. Mais il y a déjà là un commis. Tout le magasin n'a que de lui de fâcheux. De tel ou tel sortirait le cri. Entrez donc, je vous prie. Oui, oui, je voudrais bien pouvoir entrer, à la façon d'une jolie petite pensée qui pénètre dans les cœurs. Et ce fut sans doute par l'effet des galoches, l'étudiant disparut, et un voyage extraordinaire commença dans le cœur des spectateurs du premier rang. Le premier cœur où il entra était celui d'une dame, mais il crut aussitôt se trouver dans un institut orthopédique. C'est ainsi qu'on appelle un établissement où le médecin enlève les bosses des gens et les remet droits. Il était là dans la salle où les moulages en plâtre des membres contrefaits sont accrochés au mur. Mais il y avait cette différence qu'à l'institut ces moulages
sont prises à l'entrée du malade, tandis que dans ce cœur, ils étaient pris et conservés à la sortie des bons visiteurs. C'étaient des moulages d'amis, de leurs défauts physiques et autres, qui étaient conservés. L'étudiant passa vite dans un autre cœur de femme, et celui-là lui parut une grande et sainte église. La blanche colombe de l'innocence volait au-dessus du grand autel. Comme il serait volontiers tombé à genoux, comme il dut vite s'en aller dans le cœur suivant. Il eut le temps d'entendre encore l'orgue résonner, et il lui sembla être devenu meilleur. Il ne se sentait pas indigne de pénétrer dans le sanctuaire suivant, qui montrait une misérable soupente avec une mère malade. Mais par la fenêtre ouverte brillait le chaud soleil, des roses ravissantes faisaient signe, de la petite caisse de bois placée sur le toit, et deux oiseaux bleus de ciel chantaient, la joie enfantine, pendant que la mère malade appelait la bénédiction sur sa fille. Puis il rampa des pieds et des mains dans une boucherie encombrée. Il ne rencontrait que viande et viande. C'était le cœur d'un homme riche et respectable, dont le nom doit sûrement se trouver dans l'almanach. Puis il fut dans le cœur de la femme de ce monsieur, c'était un vieux chalet en ruine. Le portrait du mari servait de girouette. Celle-ci était reliée au battant, qui s'ouvrait et se fermait suivant les mouvements du mari. Ensuite, il arriva dans un cabinet de glace comme celui que nous avons au château de Rosenborg. Mais les glaces agrandissaient incroyablement. Au milieu de la salle était assis comme un dalaï-lama le moi insignifiant de l'individu, en admiration devant sa propre grandeur. Ensuite, il se crut dans un mince étui à aiguilles, tout plein d'aiguilles fines. Ce doit être sûrement le cœur d'une vieille fille, dut-il penser. Mais non, le personnage était un jeune officier décoré de plusieurs ordres, précisément un homme d'esprit et de cœur. L'étudiant éprouva un sentiment de vertige lorsqu'il sortit du dernier cœur de la rangée. Il ne parvenait pas à rassembler ses idées, et pensait que c'était son imagination excessive qui s'était emballée. Grand Dieu, se dit-il, je suis certainement en train de couver la folie. C'est qu'il fait une chaleur absurde ici, le sang me monte à la tête. Et il se rappela le gros incident de la veille où sa tête était restée entre les barreaux de la grille. C'est là que j'ai dû attraper ça. Il faut que je le prenne à temps. Un bain russe me ferait du bien. Je voudrais être déjà étendu tout en haut de l'étuve. Et il se trouva étendu sur le plus haut degré du bain de vapeur, mais il s'y trouvait tout habillé, avec ses souliers et les galoches. Les gouttes brûlantes lui tombaient du plafond sur la figure. « Pfuh !» cria-t-il, et il sauta en bas pour se faire donner une douche. Le garçon de service poussa aussi un cri en voyant là cet homme habillé. L'étudiant eut assez de présence d'esprit pour chuchoter au garçon. « C'est un pari !» Mais son premier soin, lorsqu'il arriva dans sa chambre, fut de s'appliquer sur la nuque et le long du dos un grand emplâtre de cantharides afin que la folie pût sortir. Le lendemain, il avait le dos en sang. Voilà ce qu'il avait gagné avec les galoches du bonheur. Chapitre 5. La métamorphose de l'employé. Le veilleur de nuit, que l'on n'a sans doute pas oublié, se souvint des galoches qu'il avait trouvées et apportées à l'hôpital. Il vint les prendre, mais comme ni le lieutenant ni personne ne voulut les reconnaître, elles furent déposées au bureau de la police. « On dirait mes propres galoches, » dit l'un des employés en considérant l'objet trouvé. Il les avait placées à côté des siennes. Il faudrait mieux que des yeux de cordonnier pour les distinguer. « Monsieur l'employé !» dit un garçon qui entrait avec des papiers. L'employé se retourna, échangea quelques mots avec le garçon, mais ensuite, regardant les galoches, il fut très embarrassé de savoir si c'était celle de droite ou celle de gauche qui lui appartenait. Ce doit être celles qui sont mouillées, se dit-il. En quoi il se trompait? C'était celle du bonheur. Mais pourquoi la police ne se tromperait-elle pas aussi? Il les mit, glissa quelques papiers dans sa poche, en prit d'autres sous son bras, des documents qu'il devait lire et copier chez lui. Or, c'était le dimanche matin, le temps était beau. Il pensa qu'une promenade à Frederiksberg lui ferait du bien, et il sortit. On ne pouvait être plus tranquille et plus zélé que ce jeune homme.
nous lui accordons volontiers cette petite promenade, qui, certes, devait être bienfaisante après les longues séances sur sa chaise. Au commencement, il marcha tout simplement, sans rien à penser. Les galoches n'eurent donc pas l'occasion de montrer leur vertu magique. Dans l'allée, il rencontra une connaissance, un jeune poète, qui lui raconta qu'il partirait le lendemain pour son voyage d'été. Bon, vous voilà encore parti, dit l'employé. Il est vrai que vous êtes un homme heureux et libre. Vous pouvez voler où bon vous semble. Nous autres, nous avons une chaîne à la patte. Mais elle est attachée fortement à l'arbre nourricier, répondit le poète. Vous n'avez pas à vous soucier du lendemain, et quand vous êtes vieux, vous avez votre retraite. Votre sort est tout de même le meilleur. Être assise à composer des vers, c'est un plaisir. Tout le monde vous fait des compliments, et vous êtes votre propre maître. Oui, je voudrais vous y voir, assis tout le temps à traiter des affaires vulgaires. Le poète branla la tête, l'employé branla la sienne. Chacun conserva son opinion, et ils se séparèrent. C'est une race à part, ces poètes, songea l'employé. Je voudrais essayer de pénétrer dans une telle nature, de devenir poète moi-même. Je suis sûr que je n'écrirai pas des vers pour me lamenter comme les autres. Voilà vraiment un jour de printemps qui convient à un poète. L'air est d'une pureté rare, les nuages sont superbes et la verdure a un parfum. Il y a bien des années que je n'ai senti cela comme en ce moment. On voit déjà qu'il est devenu poète. On ne saurait pas aux yeux, mais c'est une niaiserie de s'imaginer un poète autrement que les autres hommes. Il peut se trouver parmi ces autres des natures beaucoup plus poétiques que maint grand poète reconnu. La différence consiste seulement en ceci, que le poète a une meilleure mémoire spirituelle. Il peut retenir le sentiment et l'idée jusqu'à ce qu'ils aient pris forme verbale précise et claire. Les autres ne le peuvent pas. Mais passer d'une nature banale à une nature douée, c'est toujours une transition, et elle venait d'avoir lieu pour l'employé. Quel parfum exquis, disait-il, comme cela me rappelle les violettes de tante Lonne. Oui, j'étais alors un petit garçon. Grand Dieu, je n'y ai pas pensé depuis des années. Quelle bonne vieille fille. Elle habitait là-bas derrière la bourse. Elle avait toujours une branche ou quelques rameaux verts dans l'eau. L'hiver avait beau être rigoureux, les violettes embaumaient. Pendant que je posais des skillings de cuivre réchauffés sur les vitres givrées et faisais ainsi des judas. On avait une jolie vue. Dehors dans le canal, les bateaux étaient pris dans la glace. Abandonnés par tout l'équipage, une corneille croissante y était le seul habitant. Mais lorsque s'animait le printemps, on trimait, on chantait, en poussant des hurrahs, on sciait la glace. Les bateaux étaient goudronnés et gréés, puis ils partaient vers les pays étrangers. Je suis resté ici, et devrais toujours y rester, assise au bureau de police, et je verrai les autres prendre des passeports pour aller à l'étranger. Tel est mon sort, voilà. Il soupira profondément, mais aussitôt s'arrêta soudain. Grand Dieu, qu'est-ce que j'ai? Jamais je n'ai pensé ni senti de la sorte. Ça doit venir de l'air printanier. C'est à la fois inquiétant et agréable. Il tâta les papiers dans sa poche. Voilà qui me donne autre chose à penser, dit-il, en jetant un coup d'œil sur le premier feuillet. Madame Sigbrit, tragédie en 5 actes? Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est de ma propre main. Est-ce que j'ai écrit cette tragédie? L'intrigue sur le rempart? Ou le grand jour de prière, vaudeville? Mais où est-ce que j'ai pris ça? Il faut que l'on me l'ait fourré dans la poche. Une lettre? Oui, elle vient de la direction du théâtre. Les pièces ont été refusées, et la lettre n'est pas du tout polie. Oh. L'employé s'assit sur un banc. Il avait l'esprit tout éveillé, le cœur ému. Machinalement, il saisit une des petites fleurs les plus proches de lui. C'était une simple marguerite. Ce que le botaniste ne nous dit qu'en beaucoup de leçons, elle le proclama en un instant. Elle raconta le mythe de sa naissance, la puissance de la lumière solaire qui déploie les jolis pétales et les force à sentir bon. Et l'employé songeait aux luttes de la vie qui déploient de même les sentiments dans notre poitrine. L'air et la lumière étaient les amoureux de la fleur, mais la lumière avait l'avantage. La fleur se tournait vers elle, puis,
La lumière disparue repliait ses pétales pour dormir dans l'embrasement de l'air. C'est la lumière qui me parle, disaient les fleurs. Oui, mais l'air te fait respirer, murmurait la voix du poète. Tout près de là se tenait un garçon qui tapait avec son bâton dans un fossé boueux. Les gouttes éclaboussaient les branches vertes, et l'employé pensa aux millions d'animaux invisibles qui étaient dans les gouttes, et se trouvaient ainsi lancés à une hauteur qui, relativement à leur taille, était pour eux comme ce serait pour nous d'être projetés bien haut au-dessus des nuages. En pensant à cela et à tout le changement qui s'était opéré en lui, il sourit. Je dors et je rêve. C'est curieux tout de même, comme on peut avoir un rêve naturel et savoir que ce n'est qu'un rêve. Je voudrais pouvoir me le rappeler quand je me réveillerai demain matin. Et il me semble que je suis exceptionnellement bien disposé en ce moment. J'ai un clair regard sur toute chose. Je me sens l'esprit éveillé. Et je suis sûr qu'à mon réveil, demain, quand je me rappellerai un peu de ceci, ce sera des niaiseries. J'en ai déjà eu l'expérience. Il en est de tous les propos sensés et superbes que l'on entend et que l'on tient en rêve comme de l'or des gnomes. Quand on le prend, il est riche et magnifique, mais vu en plein jour, ce n'est que pierres et feuilles sèches. Hélas, dit-il, avec un soupir tout triste, en regardant des oiseaux qui chantaient gaiement et sautaient de branche en branche. Vous êtes bien plus heureux que moi. Voler est un art charmant. Heureux celui qui l'a de naissance. Oui, si je voulais prendre forme nouvelle, je choisirais pareille petite alouette. Aussitôt les pans de sa redingote et ses manches se muèrent en ailes, ses vêtements devinrent plumes et les galoches griffes. Il s'en rendit fort bien compte et rit en dedans. Allons, je vois bien maintenant que je rêve, mais jamais encore je n'avais eu de rêve aussi extravagant. Et il s'envola dans les branches vertes et chanta. Mais il n'y avait pas de poésie dans ce chant, car sa nature de poète avait disparu. Les galoches, comme quiconque fait à fond ce qu'il fait, ne pouvaient faire qu'une chose à la fois. Il avait voulu être poète, il l'avait été, maintenant il voulait être un petit oiseau, mais par le fait qu'il le devenait, la qualité précédente cessait. C'est assez drôle, dit-il. Dans la journée, je suis assis dans le bureau de police au milieu des dossiers les plus ennuyeux, et la nuit je peux rêver que je vole comme l'alouette dans le parc de Frederiksberg. Il y aurait fichtre de quoi écrire tout un drame populaire là-dessus. Et il vola dans l'herbe, tourna la tête de tous côtés, frappa du bec les souples brins d'herbe, qui, relativement à sa taille actuelle, avaient l'air grands comme les palmiers de l'Afrique du Nord. Cela ne dura qu'un instant, et il fit nuit noire autour de lui. Un objet qui lui parut énorme avait été jeté sur lui. C'était une grande casquette jetée sur l'oiseau par un gamin des nouvelles baraques. Une main passa dessous et saisit l'employé par le dos et les ailes, ce qui le fit piailler. Dans son premier moment d'effroi, il cria tout haut. Effronté polisson, je suis employé au bureau de police. Mais le gamin n'entendit que des piaulements, lui tapa sur le bec et s'en alla. Dans l'allée, il rencontra deux écoliers de la classe cultivée. J'entends, comme milieu social, mais pour l'intelligence. Ils étaient les derniers de l'école. Ils achetèrent l'oiseau pour 8 skillings et l'employé arriva ainsi à Copenhague dans une famille de la rue des Goths. Il est heureux que je rêve, se disait l'employé, sans quoi je serais diantrement en colère. J'ai d'abord été poète, me voici alouette. Oui, c'est la nature de poète qui m'a conduite à devenir petit oiseau. C'est lamentable, surtout lorsque l'on tombe dans les mains de gamins. Je voudrais bien savoir comment ça va finir. Les gamins la menèrent dans un salon fort agréable. Une grosse dame rieuse les reçut, mais elle n'était pas du tout contente de leur voir apporter cet oiseau commun des champs, qu'elle appelait alouette. Enfin, ça peut serait pour aujourd'hui, et il devait le mettre dans la volière vide qui était près de la fenêtre. Il amusera peut-être Jacot, ajouta-t-elle en riant, tournée vers le grand perroquet vert qui se balançait d'un air digne sur son cercle dans la superbe cage en laiton.
C'était le jour de naissance de Jacot, dit-elle, avec une naïve simplicité. Le petit oiseau des champs lui fera son compliment. Jacot ne répondit pas un mot, mais se balança d'un air digne, par contre. Un joli canari qui avait été apporté ici l'été précédent de sa chaude patrie parfumée se mit à chanter très fort. Braillard, dit la dame en jetant un mouchoir blanc sur sa cage. Pip, pip, soupira l'oiseau. Quelle bourrasque de neige! Et il se tut. L'employé, ou comme disait la dame, l'oiseau des champs, fut mis dans une petite cage tout près du canari, non loin du perroquet. La seule phrase humaine que Jacou savait aragouiner et qui parfois tombait de façon comique était « Soyons hommes !» Tout ce qu'il criait, en dehors de cela, était aussi incompréhensible que le gargouillis du canari, sauf pour l'employé, qui était lui-même un oiseau. Il comprenait parfaitement ses camarades. J'ai volé sous les palmiers verts et les amandiers en fleurs, chantait le canari. J'ai volé avec mes frères et sœurs au-dessus des fleurs magnifiques et au-dessus des lacs clairs du fond desquels des plantes faisaient signe. J'ai vu aussi de superbes perroquets en grand nombre. Ils contaient de longues histoires très amusantes et ne tarissaient pas. C'étaient des oiseaux sauvages, répondait le perroquet. Ils n'étaient pas bien élevés. Allons, soyons hommes. Pourquoi ne ris-tu pas? Quand la dame et tous les étrangers rient de ça, tu peux bien en rire aussi. C'est un grand défaut de ne pas savoir goûter ce qui est amusant. Allons, soyons hommes. Oh, te rappelles-tu les jolies filles qui dansaient sous la tente installée près des arbres en fleurs? Te rappelles-tu les fruits sacrés et la sève rafraîchissante des plantes sauvages? Oui, oui, dit le perroquet, mais je suis bien mieux ici. Je suis bien nourri et traité en ami. Je sais bien que je suis intelligent et je n'en demande pas plus. Allons, soyons hommes. Tu as une âme de poète, comme ils disent. J'ai des connaissances sérieuses et de l'esprit. Toi, tu as ce génie-là, mais pas de réflexion. Tu te perds dans tes hautes mélodies naturelles. C'est pourquoi on te recouvre et te ferme le bec. On ne me le fait pas à moi, car je leur ai coûté bien plus cher. Je les impressionne avec mon bec, et je sais plaisanter. Allons, soyons hommes. Ô ma chaude patrie en fleurs, gazouillait le canari. Je veux chanter tes arbres verts sombres, tes anses paisibles où les branches baisent la surface de l'eau claire, chanter la joie de tous mes frères et sœurs aux couleurs brillantes du pays des cactus. Finis-en donc avec tes élégies, dit le perroquet. Tiens-nous des propos dont je puisse rire. Le rire est la marque du plus haut degré d'intelligence. Regarde un peu si un chien ou un cheval peuvent rire. Non, ils peuvent pleurer, mais rire, ce n'est donné qu'à l'homme. Oh, 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 rit Jacot. Et il ajouta une plaisanterie. Allons, soyons hommes. Et toi, petit oiseau gris danois, dit le canari, te voilà aussi prisonnier? Il doit faire froid dans tes forêts, mais c'est du moins la liberté. Envole-toi. Ils ont oublié de fermer ta porte. La cage est ouverte en haut. Vole, vole. C'est ce que fit l'employé. Vite, il est hors de sa cage. À ce moment, la porte entr'ouverte de la chambre voisine grince, et le chat de la maison, aux yeux verts flamboyants, s'y glisse adroitement, et fait la chasse à l'oiseau. Le canari voltigeait dans sa volière. Le perroquet battait des ailes et criait « Allons, soyons hommes !» L'employé ressentit une peur mortelle, mais s'enfuit par la fenêtre au-dessus des maisons et des rues. Enfin, il put se reposer un peu sur un toit. La maison d'en face avait un aspect familier. Une fenêtre était ouverte. Il y vola. C'était sa propre chambre. Il se posa sur la table. Soyons hommes, dit-il, sans penser à ce qu'il disait. C'était la phrase du perroquet, et à l'instant même il fut employé, assis sur la table. Dieu nous assiste, dit-il. Comment suis-je monté ici et me suis-je ainsi endormi? J'ai eu, il est vrai, un rêve bien agité. C'était une histoire stupide. Chapitre 6. Ce que les galoches ont procuré de mieux. Le lendemain matin, de très bonne heure, l'employé était encore dans son lit quand il entendit frapper à sa porte. C'était son voisin du même étage, un étudiant qui se préparait à devenir pasteur. Il entra. Prête-moi tes galoches, dit-il. Le jardin est tout humide, bien que le soleil brille.
Je voudrais y descendre et fumer une pipe. Il mit les galoches et fut bientôt en bas dans le jardin, où il y avait un prunier et un poirier. Un jardin, même aussi petit que l'était celui-là, est considéré à Copenhague comme une splendeur. L'étudiant arpentait l'allée. Il n'était que 6 heures. Dans la rue sonna un corps de postillon. Oh, voyagez, voyagez s'écria l'étudiant. C'est ce qu'il y a de plus agréable au monde. C'est le but suprême de tous mes désirs. Ce trouble que j'éprouve en serait calmé. Mais il faudrait que je fûs loin. Je voudrais voir la superbe Suisse, voyager en Italie et... Il est heureux que les galoches aient produit leur effet tout de suite, sans quoi il aurait parcouru des pays trop nombreux, et pour lui et pour nous autres. Il voyageait. Il était en pleine Suisse, mais avec 8 autres personnes serrées dans l'intérieur d'une diligence. Il avait mal à la tête. Il sentait une lassitude dans le cou, son sang lui était descendu dans les jambes, qui étaient enflées, et ses chaussures lui blessaient les pieds. Il flottait entre la somnolence et l'éveil. Dans sa poche droite, il avait sa lettre de crédit, dans la gauche son passeport, et quelques louis d'or, dans une petite bourse de peau, étaient cousus sur sa poitrine. Chacun de ses rêves lui apprenait que l'un ou l'autre de ces objets précieux était perdu, et alors il était pris d'un mouvement fiévreux, et le premier geste de sa main était de se porter à la poche droite et à la poche gauche, et vers sa poitrine pour tâter s'ils étaient là ou non. Parapluies, cannes et chapeaux se balançaient dans le filet et gênaient quelque peu la vue, qui était magnifique. Notre théologien y jetait un coup d'œil et chantait ce qu'au moins un prêtre de notre connaissance a chanté en Suisse, mais n'a pas encore publié. Oui, c'est aussi beau qu'on le désire, et j'aperçois le Mont Blanc, mon cher, mais pourvu qu'on ait assez d'argent, comme alors on serait bien ici. Vaste, grave et sombre était la nature tout autour. Les forêts de sapins semblaient des cimes de bruyère sur les hautes montagnes, dont les sommets étaient cachés dans la brume des nuages. Il se mit à neiger. Le vent froid soufflait. Ouh, soupira-t-il, si nous étions de l'autre côté des Alpes, au moins ce serait l'été, et j'aurais touché de l'argent avec ma lettre de crédit. L'inquiétude qu'elle me donne fait que je ne jouis pas de la Suisse. Ah, comme je voudrais être de l'autre côté. Et il fut de l'autre côté. Il était loin, en Italie, entre Florence et Rome. Le lac de Trasimène s'étendait, dans la lumière du soir, comme de l'or flamboyant, au milieu des montagnes bleues sombres. Ici, où Hannibal avait battu Flaminius, les ceps de vignes se dressaient verts et pacifiques. De charmants enfants à demi nus gardaient un troupeau de cochons noirs sous un groupe de lauriers qui embaumaient au bord de la route. Si nous pouvions bien rendre ce tableau, tout le monde s'écrierait « Ah, ravissante Italie !» Mais le théologien ne disait pas cela du tout, non plus que ses compagnons de voyage dans la voiture du Vetturino. Des milliers de mouches et de moustiques venimeux volaient dans la voiture. On avait beau fouetter l'air autour de soi avec une branche de myrte, les mouches piquaient tout de même. Il n'y avait personne dans la voiture dont le visage ne fût enflé et taché de sang par les morsures. Les pauvres chevaux avaient l'air de charognes, les mouches étaient sur eux par grands paquets, et quand le cocher descendait pour les racler, cela ne servait que pour un instant. Puis le soleil se coucha. Un froid bref mais glacial saisit toute la nature. Ce n'était pas agréable du tout, mais partout les montagnes et les nuages prirent la couleur verte la plus délicieuse, claire, lumineuse. Oui, allez le voir. Ça vaut mieux que d'en lire la description. C'était splendide. Les voyageurs furent bien de cet avis, mais leur ventre était vide, leur corps las, ils aspiraient de tout leur cœur à un gîte pour la nuit. Mais comment serait-il? Les esprits étaient beaucoup plus préoccupés par cette question que de regarder la belle nature. La route entra dans un bois d'oliviers. C'était comme, chez nous, passer au milieu de saules noueux. C'est là qu'était l'auberge solitaire. Une dizaine de mendiants infirmes étaient postés devant. Celui qui était dans le meilleur état avait la mine du fils aîné de la faim parvenu à sa majorité. Les autres ou bien étaient aveugles,
ou bien avaient les jambes atrophiées et rampaient sur leurs mains, ou bien avaient les bras desséchés et pas de doigts. C'était la misère échappée de ces guenilles. Excellenza, miserabili, soupirait-il en étendant leurs membres malades. L'hôtesse elle-même, les pieds nus, les cheveux en désordre, vêtue seulement d'une blouse sale, reçut les arrivants. Les portes étaient attachées avec de la ficelle, les chambres offraient un pavage de briques à demi défoncé. Des chauves-souris volaient sous le plafond. Quant à l'odeur, eh bien, est-ce qu'elle va nous servir dans l'écurie? Dit l'un des voyageurs. Au moins on sait ce que l'on respire. Les fenêtres furent ouvertes, afin d'introduire un peu d'air, mais plus vite que lui entrèrent les bras desséchés et le refrain Miserabili, excellenza. On voyait sur les murs de nombreuses inscriptions, la moitié d'entre elles contre la Bella Italia. Le dîner fut servi. C'était une soupe d'eau assaisonnée de poivre et d'ulrance, et de nouveau la même huile dans la salade. Des œufs pourris et des crêtes de coq rôties étaient les plats de résistance. Même le vin avait mauvais goût, c'était une vraie mixture. Pendant la nuit, les malles furent entassés devant la porte. Un des voyageurs les gardait pendant que les autres dormaient. Le théologien fut de veille. Oh, comme l'air était lourd là-dedans! La chaleur vous oppressait, les moustiques bourdonnaient et piquaient, les misérabilis, au dehors, geignaient en dormant. Oui, c'est bien de voyager, soupira l'étudiant, si seulement on n'avait pas de corps, si le corps pouvait rester au repos et l'esprit voler. Partout où j'arrive, j'ai le cœur serré par quelque défaut. Ce que je veux, c'est mieux que le plaisir de l'instant. Oui, mieux, ce qu'il y a de mieux. Mais quoi? Et où le trouver? Au fond, je sais bien ce que je veux. Je veux atteindre un but heureux, le plus heureux de tous. Aussitôt ce vœu formulé, il fut chez lui. Les longs stores blancs étaient baissés devant sa fenêtre, et au milieu du plancher était le cercueil noir où il dormait son paisible sommeil de mort. Son désir était exaucé, son corps reposait, son esprit voyageait. N'estimez personne heureux avant qu'il soit dans sa tombe, disait Solon. La formule est ici confirmée. Tout cadavre dans le sphinx de l'immortalité, le sphinx du noir cercueil, ne nous aurait pas répondu, lui non plus, ce que le vivant avait noté 2 jours auparavant. Ton silence, ô puissante mort, nous fait horreur? Ta trace est seulement la tombe au cimetière. L'échelle de Jacob de la pensée rompt-elle? Vivrai-je seulement comme l'herbe au champ de mort? Le monde ne voit pas notre plus grand chagrin. Ô toi qui étais seul jusqu'à la fin dernière, le cœur est dans le monde oppressé par bien plus que la terre qui est jetée sur ton cercueil. 2 êtres s'agitaient dans la chambre. Nous les connaissons tous deux. C'était la fée du chagrin et l'émissaire du bonheur. Elle se penchait sur le mort. Vois-tu, disait le chagrin, quel bonheur ont procuré ces galoches à l'humanité? Elles ont procuré au moins à celui qui dort ici un bien durable, répondit la joie. Oh non, dit la douleur, il est parti lui-même, il n'a pas été appelé. Sa force spirituelle ici n'était pas assez grande pour lever là-bas les impôts que, par destination, il doit lever. Je vais lui rendre un service. Et elle lui enleva les galoches. Le sommeil de mort prit fin. L'étudiant se leva. La douleur disparut, mais les galoches aussi. Elle les a sûrement considérées comme sa propriété. Fin de la lecture du conte Les galoches du bonheur. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.